responsable RH pour l'Europe à la CITA, qui est une entreprise internationale dont le siège est basé ici à Genève. Ça fait 16 ans que je travaille dans les ressources humaines. J'ai eu des rôles de recrutement, employer branding, business partner. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler dans une équipe qui est composée de différents People Country Managers, donc des responsables RH dans toute l'Europe, où on a un peu plus de 1700 personnes en Europe. Voilà, on va gérer la relation employée, tout ce qui est compliance, et puis gérer la gestion des risques liés aux ressources humaines dans l'entreprise. Dans mon rôle au sein d'un grand groupe comme celui de la CITA, c'est vrai qu'on est amené à devoir faire l'acquisition d'entreprises. Donc c'est vrai que dans le cadre des M&A, comme on dit, on est amené à avoir ces types de partenariats commerciaux et on espère qu'ils ne soient pas défaillants. J'ai pu observer que les challenges auxquels on pouvait faire face étaient souvent liés à un manque d'alignement organisationnel ou culturel. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on tend à avoir des causes d'échec dans l'intégration quand on ne comprend pas la culture d'entreprise d'une part ou de l'autre. Et l'idée, c'est vraiment évaluer minutieusement quelles sont les pratiques culturelles qui sont existantes, qu'est-ce qu'on a envie de garder dans l'entreprise qu'on acquiert, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et vraiment supporter et mettre en place des plans pour les employés pour pouvoir les accompagner dans cette transition et dans cette intégration. L'important, je pense, c'est de garder l'ADN de l'entreprise qu'on acquiert et de comprendre finalement quels sont les aspects culturels qui fonctionnent et qu'on a envie de conserver. Et je pense que beaucoup de dirigeants ont conscience de ça aujourd'hui. Quand on fait une acquisition, quand on fait un partenariat, c'est pas que les aspects, je dirais, financiers ou purement business qui vont faire en sorte que ça va fonctionner, mais c'est tout cet alignement culturel, les valeurs auxquelles on croit. Et des fois, c'est vraiment dans des subtilités comme le style de management, comme les interactions au quotidien, comment on vit nos valeurs, les choses auxquelles on croit et qu'on a envie de partager. Et c'est ça qui fait que ça va fonctionner ou pas. Quand on a par exemple un grand groupe qui va faire l'acquisition d'une start-up par exemple, on a tendance à croire qu'une start-up c'est juste un baby-foot dans un coin et puis qu'il y a une hiérarchie très lean et puis que tout va très vite. Et puis on a un petit peu ces a priori, puis finalement on n'a pas forcément le temps de comprendre ce qui fonctionne. Puis je pense que faire preuve d'empathie, être à l'écoute, discuter, comprendre ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, et puis aussi partager ce que nous on peut leur offrir en tant que grand groupe. C'est beaucoup dans l'échange, c'est beaucoup dans le partage des bénéfices, dans le partage des pratiques, de ways of working, hein, on parle beaucoup de ça, et de prendre ce qui fonctionne bien des deux côtés. Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori d'une start-up qui va intégrer un grand groupe et vice-versa, et être à l'écoute les uns des autres et faire des pas vers l'un et vers l'autre, c'est ce qui fonctionne, en tout cas pour qu'il y ait une collaboration qui soit efficace et qui nous amène finalement vers un objectif commun. Après, c'est amené à être malléable et à changer, mais dans un premier temps, c'est en tout cas ce qui fonctionne, de vraiment prendre le temps de s'écouter les uns les autres pour faire en sorte que ça fonctionne. Je pense que ce qu'on a envie de voir, c'est une vraie envie de créer quelque chose, d'apporter de la valeur, d'aller chercher la petite chose qui va faire en sorte que ça va faire la différence, de s'adapter, de comprendre le client, d'apporter la pièce qui manque, de pas se conformer à tout le monde le fait alors on va le faire, parce que c'est justement ce qu'on n'a pas envie. On a envie de la différenciation, on a envie d'apporter le petit plus qui va faire qu'un client il va nous choisir parce qu'on a cette connaissance, on a envie d'avoir de la curiosité, on a envie d'avoir des gens qui ont envie de se développer, on a envie d'avoir des gens qui vont chercher des nouvelles technologies, des nouvelles manières de faire les choses, et puis d'apporter un petit peu ces nouvelles pierres à l'édifice où nous on a une connaissance, on a une société qui a 75 ans, avec des experts du monde de l'aéronautique, du monde de l'ingénierie qui sont vraiment de pointe, et c'est comment on arrive
à blender un petit peu cet héritage avec toute la fraîcheur, je dirais, des jeunes talents qui arrivent et puis qui créent des nouvelles choses dont on n'aurait peut-être pas pensé ou qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender. Et c'est ça qu'on recherche. Je pense que ça, alors, c'est vraiment une équipe qui est performante ou un département qui est performant, on doit miser à 200% sur la diversité. Et je pense que là, ça va au-delà des, de la représentation des minorités. On parle vraiment de pouvoir donner la chance à chacun de s'exprimer, de partager son background, de partager ses expériences. On a des personnes qui ont, à la CITA, on a 60 langues différentes qui sont parlées, on a plus de 130 nationalités, on est représenté dans 122 pays. Enfin, donc on a aussi une richesse culturelle, des backgrounds qui sont complètement différents et blender encore une fois toute cette diversité au sein des équipes, c'est ce qui fait qu'on va être beaucoup plus performant. Et il y a d'ailleurs un très bon article de Gartner qui démontre que ce qui mise sur la diversité, les entreprises qui sont beaucoup plus diversifiées, elles sont 12% plus performantes que les autres. Et ça a clairement un impact qui est non négligeable pour être voilà, plus créatif, plus innovant. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on croit et on vit. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien et qui fait notre force. Alors, à la CITA, on est en train de shifter sur ce qu'on appelle une skills-based company. On va vraiment plus s'intéresser aux compétences de nos employés plutôt qu'à des rôles finalement. Alors oui, il y a des rôles clés, des rôles importants et on fait toute une segmentation des rôles pour pouvoir comprendre voilà, dans toute ce qu'on appelle le strategic workforce planning, comment est-ce qu'on doit organiser nos équipes, etc. Mais au fond, quelles sont les skills qu'on a, quelles sont les compétences qui sont développées, qu'on doit développer, quelles sont celles qu'on va perdre. Et je pense qu'on a un devoir de comprendre, de savoir les skills qu'on a dans les entreprises. Et on doit regarder vraiment à plus long terme en disant voilà, dans 5 ans, quels sont les skills dont on va avoir besoin. Et peut-être qu'une personne complètement atypique aujourd'hui, c'est finalement la personne qu'on sait qu'on va avoir besoin dans 5 ans parce qu'elle est en train de développer des compétences que peut-être aujourd'hui on ne va pas utiliser, mais que dans 5 ans, tout le monde va se les arracher, quoi. Et c'est vrai que c'est une attitude beaucoup plus upfront, je dirais, qu'on est en train d'avoir en comprenant finalement qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va avoir besoin et comment est-ce qu'on doit les développer. Et il y a un petit peu cette idée de build, buy, borrow, où voilà, on a des compétences qu'on va devoir développer chez les employés pour pouvoir les amener vers des rôles qui vont être demandés plus tard. Il y a des skills malheureusement qu'on va jamais pouvoir avoir et puis qu'on va devoir emprunter pour des projets clés. Et puis réorganiser aussi la façon dont on va recruter les employés pour pouvoir être spot on, je dirais, sur la manière dont on va utiliser ces compétences. Donc on n'est pas du tout contre avoir des profils peut-être un peu plus rares ou un peu moins un peu excentriques ou je sais pas, qui sortent un peu du lot parce que c'est potentiellement des compétences dont on aurait besoin dans le futur. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'avant, on a complètement changé notre façon de collaborer. Avant, moi je me rappelle, quand j'ai commencé à travailler, on préparait les réunions, je sais pas, des semaines à l'avance, on avait préparé des slides, des rapports, on demandait aux gens de lire les rapports, et puis après on faisait un mémo, et puis on ressortait du meeting avec des actions. Enfin, aujourd'hui, alors on a toujours des meetings, on en a peut-être trop, mais voilà, on jump sur un call, on a Teams où on va partager un document Word sur lequel on va travailler. On travaille de manière complètement asynchrone dans le sens où on peut vraiment voilà, collaborer sur un même document, qu'on soit à Singapour ou à Atlanta. C'est pas grave et c'est ok. Et je pense qu'on a besoin de cette agilité-là pour pouvoir être beaucoup plus performant. On n'utilise plus l'email de la même manière. Moi, je demande à tout le monde de ne pas m'envoyer d'email, mais appelez-moi. C'est-à-dire que j'utilise l'email seulement pour approuver ou pour avoir
des informations que je dois avoir avec moi, mais ne commencez jamais une discussion avec moi par email. Non, enfin là, on prend le téléphone, on vient me voir, on échange avec un message, mais je pense on a ce besoin de pouvoir déjà être plus créatif aussi dans la manière de collaborer, d'être plus dynamique, et on a besoin de cette agilité pour aussi être plus compétitif dans un monde qui évolue très vite. Et je pense que dans le monde du travail, on a pris plus de temps à mettre ça en place que dans la vie personnelle. Je pense qu'on a dans notre quotidien, c'est facile d'envoyer un message, un vocal, une vidéo, alors que dans le monde du travail, c'est des choses qui sont encore aujourd'hui pour certaines personnes peut-être un peu plus compliquées. On n'a plus besoin, je pense, de faire des meetings qui durent 45 minutes ou 1 heure. J'ai plus besoin de devoir voir mon équipe pendant 2 heures pour faire le point sur des choses qui ne concernent que 2 personnes. Et je pense que voilà, réorienter un petit peu la façon dont on échange aussi. Voilà. C'est toujours important de se voir, et je pense que ça, la relation humaine en 3 dimensions, elle reste super importante, malgré toutes les plateformes digitales qu'on met à disposition des employés pour driller un petit peu l'opérationnel. C'est essentiel que les gens se voient, communiquent, soient entre eux. Mais je pense qu'on a des manières de travailler qui sont complètement différentes. Et peut-être que, voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est intéressant. On va aménager des nouveaux bureaux, et ça va être une autre manière aussi de collaborer. C'est-à-dire qu'on va venir au travail pour avoir une expérience de vie au travail. C'est-à-dire que c'est pas pour être derrière ton bureau et puis travailler toute la journée. Parce que ça, tu peux le faire chez toi. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, bah voilà, si je viens, c'est pour échanger, c'est pour débattre, c'est pour se retrouver, c'est pour peut-être lire un rapport dans une ambiance plus calme, et puis après aller discuter avec un collègue d'un autre projet. Mais c'est vraiment, voilà, appréhender, je pense aussi, le travail de façon peut-être plus vivante, pour avoir des échanges qui sont plus authentiques quand on a besoin d'en avoir. Et ça, je pense que la touche humaine, elle est essentielle, malgré toutes les plateformes digitales qu'on peut développer. Alors nous, on laisse les gens venir au minimum 3 jours par semaine. Donc on les laisse travailler depuis la maison 2 jours dans la semaine. On était à la recherche d'un environnement un peu plus dynamique, avec des activités, avec d'autres entreprises. Et alors nous, l'incentive, c'est vraiment de pouvoir avoir des espaces d'échange, d'avoir des espaces aussi d'activités qui n'ont rien à voir avec le travail. On va avoir des espaces un peu, des salles feng shui, là maintenant on est en train d'offrir des massages aux employés, on va avoir un espace où on pourra inviter des speakers, on va avoir une salle de training, donc pouvoir faire des trainings avec d'autres collègues. C'est aussi quelque chose qui est peut-être un petit peu plus motivant que si tu es derrière ton écran et puis tu fais à manger pour tes enfants. Voilà, c'est peut-être tu es peut-être moins attentif à ce qui se passe. Et puis je pense que ce qu'on a envie, c'est vraiment d'avoir aussi donné plus de visibilité à des employés qui pourraient apporter des choses et qu'on voit peut-être pas ou pas assez parce qu'ils sont à la maison. Donc voilà, c'est ce type d'incentive là. Après, on ne fait pas venir nécessairement les gens parce qu'encore une fois, je parlais du baby-foot, hein, c'est pas parce qu'on a un baby-foot ou une PS5 dans la salle de jeu que les gens vont venir. Mais encore une fois, ils vont venir parce que tiens, ils ont un collègue avec qui ils avaient besoin de régler quelque chose. Voilà. Je pense que c'est plus le... Qu'est-ce que je vais pouvoir échanger, qu'est-ce que je vais pouvoir régler plus rapidement, quelle visibilité je vais pouvoir avoir, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter au groupe en venant au travail. Et c'est vraiment cet esprit de do it together. C'est une de nos valeurs et c'est le do it, mais on le fait mieux quand on est ensemble et quand on est aussi en personne. Et ça, on y croit dur comme fer. Nous, on est en plein shift de culture, et c'est vrai que passer d'une culture à une autre, ça demande énormément de travail. On a des change agents à CITA sur la base du volontariat. Donc,
on les emmène vers voilà, des façons dont on attendrait les gens d'agir ou de se comporter. On les emmène rencontrer des personnes externes, on les onboard pour comprendre un petit peu aussi les valeurs. Et c'est vrai que la parole de ces communautés-là, ça nous aide aussi au niveau plus managérial de comprendre voilà, quels sont les soucis, les challenges ou quelles sont les attentes. Et on les fait aussi travailler eux-mêmes sur des actions ou des choses qu'ils aimeraient mettre en place. Et c'est un petit peu, voilà, permettre aux employés, aux change agents de prendre part finalement à la vie de l'entreprise. Et voilà, on est dans un monde d'influence. Enfin, on va écouter les gens qui nous ressemblent. Quand vous allez choisir un hôtel ou vous allez choisir une compagnie aérienne, vous allez regarder ce qu'en disent les autres. Et puis vous allez croire et vous allez faire confiance à ce que les personnes qui vous ressemblent vont penser ou vont donner par rapport à leur avis sur un choix que vous allez faire pour vos vacances ou autre. Et c'est vrai que c'est la même chose dans une entreprise. Quand vous avez une personne qui a la même expérience que vous, qui a le même âge que vous, qui a le même type de background que vous, vous allez peut-être plus sensible à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire, puis vous allez peut-être suivre la même chose. Et en fait, il faut pouvoir compter sur des personnes, je dirais, qui ont ce pouvoir, et tout le monde a un pouvoir d'influence finalement, c'est juste avoir l'envie de le faire, quoi, pour les amener vers finalement un but commun, d'avancer, de croître, de développer un business dans un sens ou dans un autre. Et voilà, nous on aide à ça. Dans les ressources humaines, on va être des enablers pour faire en sorte que ça se passe. Bon là c'est vraiment purement HR là, enfin, quoique même pas. Mais je pense que la rétention des talents c'est un grand sujet et effectivement il ne faut pas que ça soit drivé que par le salaire ou les bénéfices, etc. Pour moi c'est un tout. Enfin, il faut que l'environnement de travail soit sain, il faut que la supervision que tu as, que ton people manager, comme on appelle chez nous, il soit aussi à la pointe de ce que aujourd'hui les dernières générations attendent, et comme les gens ont envie d'être gérés. Enfin, et ça, on a un devoir aussi en tant qu'employeur de former les managers à faire en sorte qu'ils maintiennent ce lien, qu'ils maintiennent ce développement, qu'ils maintiennent l'envie et la motivation de nos employés au-delà voilà, de la compensation, des bénéfices, parce que c'est au centre d'une entreprise qui fonctionne bien, quoi. Une bonne gestion des gens au quotidien, c'est essentiel pour faire en sorte qu'on ait des groupes qui soient efficaces et puis qui soient motivés et qui se développent comme on attend d'eux. C'est difficile. Après, je pense que je pense que la communication de l'employeur vis-à-vis de l'employé, enfin de la direction vis-à-vis de ses employés, elle est vraiment au centre aussi. Je pense que partager une vision, partager une stratégie, l'expliquer et puis s'assurer qu'elle soit comprise des employés, c'est extrêmement difficile. Surtout quand on est en transformation, surtout quand on est en shift de culture comme dans notre entreprise. Et on ne sait jamais comment ça va être interprété, comment ça va être perçu, et puis c'est un travail qui doit être fait, pas uniquement de la direction auprès d'employés, mais qui doit être aussi cultivé au sein même des employés. Donc du jour au lendemain, tu déciderais de plus travailler pour l'entreprise pour laquelle tu travailles. Tu vois ? Et ça, c'est une question que je pose et qui est hyper révélatrice, et les gens ne s'attendent jamais à ce que je leur pose cette question, parce que quand tu fais un entretien, tu as envie de te vendre, tu as envie de montrer le meilleur de toi-même, mais un entretien, ça sert aussi à savoir si tu es fait pour l'entreprise pour laquelle tu postules, tu vois. Et ça c'est vrai pour tout en fait, c'est-à-dire que tu as envie de collaborer avec un organisme, tu as envie de collaborer avec une autre entreprise,
tu as envie d'échanger, tu as envie de voilà, co-créer quelque chose. Enfin, je pense qu'il faut toujours se poser la question, mais qu'est-ce qui me stopperait de continuer ce que je suis en train de faire? Et ça, je pense que c'est une question qui est hyper importante parce que ça vous renvoie finalement à vos valeurs et euh, à faire un retour sur soi de qu'est-ce qui fait que je me lève le matin pour faire ce que je fais. Et ça, c'est une question que je me pose tout le temps moi aussi. Et que voilà, j'aurais pu me poser cette question. Mais voilà. Et je pense que le jour où moi je serai plus en ligne avec une façon d'être, de travailler et de penser, qu'on me demanderait de faire des choses qui ne sont pas du tout en ligne avec mes propres valeurs, c'est que je devrais aller voir ailleurs. C'est pas arrivé encore. Mais c'est vrai que c'est hyper important de se poser continuellement cette question-là dans tout ce qu'on fait. Parce que c'est ce qui va faire en sorte que ça va fonctionner, parce qu'on fait bien les choses que quand on croit en ce qu'on fait et qu'on aime. Alors ça paraît bateau, hein, mais c'est super important, quoi, d'être en ligne avec nos valeurs, quoi.